Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Grand Rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Bonjour Laurent Nunez. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le préfet de police de Paris. C'est votre grand rendez-vous en ce dimanche des Rameaux. Et depuis hier également, Pessah, la Pâque juive, sécurisation des lieux de culte, ce qui n'empêche l'antisémitisme de frapper à nouveau, comme à Villeurbanne vendredi. On en parlera. L'antisémitisme que vous combattez, tout comme le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Et pourtant, sur la délinquance, tous deux, vous avancez des chiffres rassurants. Vous donnerez justement dans quelques instants vos chiffres à vous, ceux de la préfecture de police de Paris en exclusivité pour CNews et pour Europe 1. Nous évoquerons bien sûr aussi le dossier algérien. On vient de l'entendre dans les informations avec cette nouvelle affaire d'ingérence sur le sol français. La méthode idoine, selon vous, pour les OQTF. Ce rapport très attendu sur le frérisme, ce qu'il comporte, ce qu'il propose, et des pistes aussi pour combattre les bandes, les rixes, l'hyperviolence des jeunes. Pour vous interroger ce matin, Clémence Lemestre des Échos. Bonjour Clémence. Bonjour. Et Mathieu Bock-Côté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui le dimanche des Rameaux qui précède la Semaine Sainte. De manière concomitante, les Juifs de France sont entrés depuis hier soir dans Pessah, la Pâque juive. Il y a 15 jours, Beauvau annonçait un dispositif sécuritaire renforcé pour les lieux de culte, spécialement les lieux de culte juifs. Mais alors que dire de cette nouvelle agression antisémite à Villeurbanne? Un homme promenant son chien tranquillement, frappé, traité de sale juif. Les agresseurs, en plus de tout ça, filmant le tout sans doute pour se vanter ensuite de l'agression d'un juif. Laurent Nunez. D'abord, c'est une affaire qui se déroule à Villeurbanne, c'est pas dans ma zone de compétence, qui est Paris et la Petite Couronne. Non, ce que je peux dire, je vous confirme la volonté farouche du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, évidemment, de lutter contre l'antisémitisme. On s'inscrit évidemment dans une continuité sur cette action résolue de lutte contre l'antisémitisme qui a explosé après le 7 octobre 2023. Donc le nombre d'actes antisémites sur l'agglomération parisienne en 2024, c'est 613. C'est un tout petit peu moins qu'en 2023, c'est moins 4%. Comme au niveau national d'ailleurs, le ministre d'État a donné les chiffres lors de sa conférence de presse jeudi dernier. Mais cette légère diminution est en trompe-l'œil en réalité, puisque entre 2022 et 2023, ces faits ont été multipliés par 4. Et principalement, presque exclusivement, à partir après le 7 octobre 2023. Donc par 4, voilà. On était sur une centaine, 150 faits chaque année habituellement, et maintenant on a dépassé les 600, ce qui est énorme. Ce ne sont pas toujours évidemment des actes de violence, fort heureusement, mais on a quand même 5% d'agressions violentes, dont celle, je suppose que, du type de celle que vous citez pour Villeurbanne, je suppose, mais voilà, c'est énorme, c'est beaucoup. Mais il y a eu Orléans avec le rabbin, il y a eu il y a 3 semaines une femme juive agressée à Villeurbanne. 88. Vous dites c'est pas dans ma zone, mais en réalité ça pourrait se passer très bien dans votre zone et ça s'est déjà malheureusement passé. Oui, bien sûr, ça s'est déjà passé évidemment. Donc 88% des actes antireligieux sont des actes antisémites. 88%. Le reste concernant les autres cultes. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a évidemment un dispositif de sécurisation qui est très renforcé, notamment des lieux de culte, des lieux de rassemblement communautaires, et puis des contacts très réguliers avec la communauté juive pour bâtir des dispositifs de protection. Après, vous avez les faits que vous citez. Les faits que vous citez, ce sont des faits qui frappent des personnes, des citoyens français de confession juive, sur l'espace public, dans la rue. Et évidemment, c'est très compliqué à contenir. Et donc là, à anticiper, à contenir sur l'espace public, j'entends. Là, ce qu'il faut, c'est évidemment d'avoir une réponse pénale qui soit extrêmement répressive, et elle l'est. Alors, une question en deux temps. Est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, un Français juif qui se promène dans la rue avec sa kippa, décide de la porter, objectivement augmente ses chances d'être agressé dès lors qu'il sort d'un lieu qui serait plutôt protégé, Et question 2 en lien, est-ce que la communauté juive aujourd'hui, concrètement, avec ce que vous dites sur les lieux communautaires juifs, est-ce qu'elle ne vit pas assiégée dès lors qu'elle veut se rassembler? Elle ne vit pas assiégée, elle vit protégée. Elle est protégée, donc on a des dispositifs dynamiques, des policiers, des militaires du dispositif Sentinelle autour des lieux de culte. Elle est protégée, mais voilà. Elle est menacée en permanence. Il y a une volonté forte de leur part de continuer à exercer le culte. Nous sommes en lien direct. Moi, je connais tous les responsables de la communauté juive nationaux et franciliens. Même chose évidemment pour le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Il y a des contacts réguliers. Et donc voilà, on continue à assurer ce haut niveau de protection. Et surtout, j'insiste à ne rien laisser passer en termes de discours
qui s'apparente ou qui est clairement antisémite. On ne laisse rien passer. C'est-à-dire, dans les manifestations pro-palestiniennes, on entend des slogans, on voit des pancartes, des propos, on saisit systématiquement la justice et les personnes sont poursuivies. Et ça, c'est important de ne rien laisser passer en matière d'antisémitisme. Mais vous dites communauté protégée, je dis assiégée parce qu'avec le sentiment tout à fait réel d'être menacé, vous dites protégée. Est-ce que cette protection, pour vous, c'est une période à traverser et ensuite il y a le retour à la vie normale à moyen terme pour les Français juifs qui théoriquement, dans un monde normal, ne devraient pas avoir à être protégés ainsi? Il y a eu des périodes plus ou moins poussées où on a été plus ou moins à haut niveau de protection. C'est vraiment le cas en ce moment, évidemment, depuis le 7 octobre 2023, c'est vraiment le cas. Et puis il y a eu des périodes où c'était sans doute plus calme. Mais malheureusement, depuis 2012 et l'attentat de Mera à Montauban et Toulouse, malheureusement, depuis cette période, il y a une attention qui est quasi soutenue. L'intensité peut varier, mais l'attention est soutenue depuis cette période. Mais pour autant, vous avez rappelé qu'on est il va y avoir aussi la Pâque chrétienne, dimanche des Rameaux aujourd'hui. On a aussi une attention soutenue sur tous les cultes. Vous savez, il y a des processions chrétiennes qui se déroulent et on est obligé évidemment de les prendre en compte parce que la menace terroriste, elle peut frapper beaucoup de cibles, beaucoup d'objectifs. Et qu'est-ce qu'on fait alors justement, alors que la semaine sainte commence? Qu'est-ce qu'on fait concrètement par exemple? Très concrètement, on a des contacts avec les responsables des cultes et puis on sécurise les processions. Il y a des effectifs de police qui sécurisent les processions, soit de manière statique, en accompagnant ces processions, soit de manière dynamique. Voilà ce que nous faisons et c'est ce que nous demande de faire le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Il nous a adressé encore une instruction récemment à l'approche des Pâques et nous appliquons évidemment ces mesures. Clémence Lemestre. Sur la question de la réponse à l'antisémitisme, mais ça peut être aussi quand on attaque d'autres cultes, est-ce que vous pensez que la réponse, vous parlez de réponse de police, mais aussi est-ce que la justice est assez rapide pour pouvoir justement contenir? Parce qu'on voit bien qu'il y a un temps de latence qui n'aide pas forcément à lutter contre ces agressions. Alors, la justice, quand on identifie des personnes qui, très honnêtement sur ces sujets-là, la justice est extrêmement réactive. D'abord, mes effectifs de police pour l'agglomération parisienne sont très réactifs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, une vidéo qui a été postée sur la ligne 3 du métro avec des personnes qui tenaient des propos antisémites. On a vraiment mis le paquet pour les retrouver à partir de la vidéo, de la téléphonie. On les a retrouvés. Voilà, ils ont été interpellés. Et on fait ça à chaque fois. Je crois qu'on est extrêmement réactif et la justice est extrêmement présente sur ce sujet-là, évidemment. Et c'est souvent... l'antisémitisme, c'est souvent, d'ailleurs toute la haine raciale, c'est souvent une circonstance aggravante du fait, quand il y a un vol de violence, des violences, etc. C'est une circonstance aggravante et la justice répond très honnêtement de manière extrêmement ferme sur ces sujets-là. Donc vous dites que les sanctions sont appropriées, qu'elles sont fermes? Bien sûr, les sanctions sont appropriées, elles sont fermes. Après, il faut ensuite caractériser évidemment l'infraction. Sur des actes de violence, c'est assez simple, c'est basique, oui. Sur des propos, des slogans, des pancartes qu'on retrouve sur certaines manifestations. Je prends l'exemple des manifestations pro-palestiniennes, mais il n'y a pas que ça. On a aussi des tags sur des lieux de culte juifs ou même sur l'espace public. Évidemment, retrouver les auteurs, on y arrive aussi à la vidéo. Mais ensuite, il faut caractériser le fait que c'était bien eux, etc. etc. Donc, mais Laurent Nunez, si vous dites que la sanction est suffisamment ferme, elle devrait être également dissuasive. Pourquoi est-ce qu'on a des chiffres qui sont toujours en croissance sur l'antisémitisme et qui devient un antisémitisme aujourd'hui d'atmosphère? Oui, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'on ne peut pas faire plus pour que ce soit encore plus dissuasif, pour que les gens qui regardent ce qui s'est passé disent non, moi je ne vais pas commettre ça parce que je ne vais pas prendre le risque? Non, mais attendez, là vous êtes en train d'interroger le préfet de police. Oui. Qui est en train de vous expliquer qu'on fait le maximum, qu'on interpelle des gens, que la justice répond fermement. Après, vous avez un contexte qui crée l'antisémitisme. Et la police n'y peut rien. Il y a effectivement un contexte, des débats, des partis politiques qui épousent la cause pro-palestinienne et qui répandent un discours qui est un discours anti-israélien, anti-sioniste, qui bascule parfois dans l'antisémitisme. Ne demandez pas au préfet de police de régler ce problème. Moi, je ne fais pas de politique. Vous êtes un citoyen français, Laurent Nunez, vous n'êtes pas qu'un préfet de police. Oui, mais comme citoyen français, je pense que l'atmosphère, effectivement, permet en tout cas, laisse libre cours à certains individus qui sont influencés par des discours qui laissent à penser que nos concitoyens français de confession juive sont finalement des militants pro-israéliens, qu'ils cautionnent ce qui se passe à Gaza. Et donc voilà, il y a un discours qui laisse à penser cela. Mais
vous êtes bien d'accord, concédez-moi que ce n'est pas un problème de police. Nous, on est là, on est présent, on est réactif, on protège la communauté. C'est bien de le mentionner. On interpelle des gens et quand on les présente devant la justice, ils sont sanctionnés. Alors, vous dites effectivement, le problème de police en particulier, c'est identifier, je devine, là où l'antisémitisme a le plus de chances de frapper. Si on devait identifier les lieux aujourd'hui qui sont les plus sensibles à l'antisémitisme dans ses différentes formes, certains diraient probablement certaines banlieues, certains diraient peut-être certaines institutions universitaires ou d'enseignement. Quels sont les lieux où l'antisémitisme progresse le plus vivement aujourd'hui? Alors, il y a deux choses dans votre question. Il y a les endroits où on tient des propos qui peuvent donner lieu à des débordements antisémites. On voit bien qu'on a vu ce qui s'était passé autour de Sciences Po, autour d'un nombre très limité de militants de la cause pro-palestinienne. Dans les universités, on voit bien que le discours il se propage un peu partout. Après, la conséquence en termes d'actes antisémites, c'est prioritairement évidemment sur les lieux de culte, les lieux de rassemblement, pendant les festivités, les concerts aussi d'artistes, des concerts d'artistes qui sont de confession juive que nous sommes malheureusement obligés de protéger. Je le dis, malheureusement obligés de protéger. On le fait pour certains artistes et on va continuer à le faire. Mais ça, c'est la conséquence de discours qui sont tenus ailleurs, qui sont tenus dans l'espace public, dans l'espace politique. C'est pour ça que je me garde évidemment de faire tout commentaire. Moi, je suis préfet de police. Les lieux de culte, en tout cas, sécurisés à l'approche des fêtes de Pâques, à la fois la Pâques catholique et la Pâques juive. On va vous retrouver dans un instant, Laurent Nunez, et on va parler chiffres, puisque vous allez nous dévoiler les chiffres de la délinquance pour la préfecture de police de... Retour sur le plateau du grand rendez-vous Europe 1 CNews en partenariat avec Les Échos, avec le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Bruno Retailleau a présenté jeudi matin le bilan de ses 6 mois place Beauvau sur le narcotrafic, l'Algérie, l'immigration. Le ministre de l'Intérieur se démène, il revendique des victoires, plus d'interpellations, moins de régularisation. À Paris aussi, sous votre autorité, Laurent Nunez, des chiffres encourageants sur la délinquance. Oui, le bilan à 6 mois, évidemment, auquel nous contribuons énormément. La plaque parisienne, c'est-à-dire Paris et les 3 départements de Petite Couronne représentent une part importante de la délinquance nationale. On parle de 7 millions d'habitants, d'une zone de passage en permanence. Ça fait combien sur tout le pays? C'est presque 20%. C'est 20%. Et sur certains items, c'est plus. Sur la délinquance dans les transports en commun, c'est beaucoup plus, évidemment. Combien? La moitié? C'est presque plus d'un tiers de la délinquance dans les transports en commun, c'est chez nous. Donc évidemment, donc ces chiffres, d'abord, avant de les citer, c'est une méthode qu'a souhaité qu'on mette en œuvre le ministre d'État. À l'automne, tous les préfets ont bâti des plans de restauration de la sécurité du quotidien. Moi, je l'ai fait pour l'agglomération parisienne. C'est-à-dire identifier les points chauds, les endroits les plus sensibles et développer des actions de police, présence de voies publiques et des actions judiciaires. Effectivement, nous avons les chiffres de la délinquance baissé déjà depuis 2022. Il y a eu avant les Jeux, il y a eu après les Jeux, il n'y a pas eu de parenthèse enchantée d'ailleurs, comme on l'entend souvent dire avec les Jeux. La délinquance a continué de baisser. Depuis ces 6 derniers mois, cette baisse s'est significativement amplifiée. Effectivement, les chiffres parisiens sont enfin pour l'agglomération parisienne. J'en cite quelques-uns pour les auditeurs d'Europe 1 qui n'ont pas pu voir l'image à l'écran. Moins 25% pratiquement sur Paris pour les cambriolages, moins 23% sur Paris pour les vols violents, moins 17% sur les violences aux personnes, moins 19,2% pour Paris pour les vols à la tire, plus 9% d'interpellations d'ESI. Oui, absolument. C'est quoi ESI? Étrangers en situation irrégulière. Étrangers en situation irrégulière et plus 169% de retrait de titres aux étrangers, plus 167% d'OQTF. Dans le cadre de c'est un chiffre intéressant. Oui, dans le cadre de l'application de la loi de janvier 2024, qui nous permet de tirer des conséquences sur les actes commis, les actes délictueux commis par des étrangers en situation régulière. On a la possibilité de retirer des titres et donc on applique, comme nous le demande le ministre d'État, cette loi. Voilà, les chiffres que vous citez sont évidemment très bons. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Ils sont bons, ils sont inquiétants aussi. Il y a non, parce que la délinquance baisse. Moi, je ne suis pas inquiet quand la délinquance baisse. Donc, je continue. Quand je dis qu'il reste beaucoup à faire, ça veut dire qu'on est déterminé, concentré. C'est ce que nous demande le ministre d'État pour que ça se continue. Il y a les transports en commun aussi, où les vols violences baissent de plus de 30%. Les violences aux personnes baissent de 18%. Et sur le bilan des 6 derniers mois, ce sont des tendances que nous connaissions avant, mais qui ont augmenté de manière assez significative. Et ce que nous demande le ministre d'État, évidemment, c'est de poursuivre. Et puis, il y a tout ce qu'on va faire, qui a commencé sur le narcotrafic avec la nouvelle loi, puisque beaucoup aujourd'hui de la délinquance, autre que le trafic de stupéfiants, les vols violences, les séquestrations, beaucoup en réalité tournent autour du narcotrafic. Clémence Lemestre. Vous dites que les chiffres ont baissé et ça se voit et c'est une très bonne chose, mais est-ce que le sentiment des Français d'être plus, ou en tout cas des Parisiens, d'être plus en sécurité a augmenté? Parce que souvent il y a un décalage entre les chiffres, la réalité et le sentiment. Et or c'est ce sentiment qu'il faut non pas combattre mais rassurer.
Non, mais bien sûr, le sentiment d'insécurité, c'est autre chose. D'abord, comme je dis souvent à mes ministres maintenant successifs, les chiffres, quand les gens s'intéressent assez peu aux chiffres de la délinquance en réalité. Ils s'intéressent assez peu. Là, ils sont marquants quand même. Quand le bilan est bon, on est très content. Mais comme je le dis souvent aux différents ministres, il vaut mieux qu'il soit bon, parce qu'en général, quand ça augmente un peu, là, forcément, les journalistes s'y intéressent un peu plus. Bon, là, je vous remercie de mettre un coup de projecteur sur le bilan en 6 mois sur le territoire national et puis sur l'agglomération parisienne. Mais le sentiment d'insécurité, il demeure, il est réel, puisque on fait baisser la délinquance de manière significative, mais au moins pour l'agglomération parisienne, elle reste structurellement à un niveau assez élevé. Donc il faut poursuivre cette baisse. Et puis vous avez aussi on n'échappe pas non plus à ce qu'il y a des faits délictueux qui sont à juste titre relayés par la presse, portés à la connaissance du grand public et qui nourrissent aussi ce sentiment d'insécurité. Et puis vous avez toutes ces nuisances qu'il y a dans l'espace public qui n'entrent pas forcément parfois dans les filets de faits délictueux et qui évidemment nourrissent ce sentiment d'insécurité. Moi je décorrèle clairement les deux. Et évidemment nous, notre objectif, c'est certes de faire baisser la délinquance, mais de faire aussi comprendre aux Français que leur sécurité va s'améliorer. Justement, tous ces actes dont vous parlez qui ne sont pas délictueux, mais qui créent un sentiment d'insécurité, comment vous, en tant que préfet de police et avec vos équipes, vous pouvez lutter contre? Parce que c'est compliqué. Les gens qui insultent un peu dans la rue ou qui sont là en train de boire, menaçant, etc. Comment vous pouvez justement faire en sorte que les gens se sentent en sécurité? Alors, vous avez raison, c'est typiquement le type d'infraction, de phénomène et parfois d'infraction auquel je pensais. C'est pour ça qu'on met le paquet sur les ventes sauvettes, qui crée aussi cette impression de désordre, de nuisance. Et donc là, on a des actions résolues contre les ventes sauvettes qui sont quand même dans le nord-est parisien, en petite couronne, très importante. Et donc, on met évidemment, dans le cadre des plans de restauration de sécurité du quotidien, on fait vraiment un effort là-dessus. Et puis, on a une présence aussi de voie publique qui permet de disperser les groupes, les attroupements, des personnes qui peuvent en insulter d'autres, etc. Et ça joue directement sur le sentiment d'insécurité. Mais encore une fois, voilà, le bilan qui a été présenté, on entend dire il n'y a pas de résultat, c'est le ministère du verbe et pas de l'action. Je suis désolé, on a des résultats qui sont tangible, évidemment qu'on va continuer. On se décerne pas la médaille d'or de la lutte contre l'insécurité. Au contraire, c'est un encouragement à continuer à faire mieux. Mais la question de l'insécurité, c'est aussi intégré dans les mœurs aujourd'hui. On pourrait donner l'exemple presque fréquent qui relève du sens commun de ces jeunes femmes qui, à partir d'une certaine heure, ne prennent plus les transports en commun, préfèrent prendre le taxi parce qu'elles considèrent que le risque est suffisamment élevé si elles prennent le transport en commun, ne pas le prendre. Ou alors, elles vont s'habiller différemment selon la ligne de métro qu'elles prendront parce qu'elles savent qu'elles risquent le harcèlement. Ou encore, se promener dans le métro justement avec le sentiment d'insalubrité, les SDF un peu partout. Et est-ce qu'il n'y a pas à travers cela quelque chose qui ne relève pas que du sentiment, mais d'une dégradation objective de l'environnement dans lequel les Français, les Parisiens vivent? Non, mais c'est pas que le sentiment, il correspond aussi à une dégradation réelle. Hein. C'est pas décorrélé du tout. Effectivement, il y a dans certains quartiers, c'est vrai notamment à Paris, pour les jeunes femmes, des difficultés à évoluer sur l'espace public sans se faire siffler, insulter, provoquer. Et on verbalise quand même. Hein, vous savez que c'est devenu une infraction que mes effectifs verbalisent également. Mais évidemment, c'est plus compliqué. On ne peut pas être partout sur l'espace public. Mais oui, vous avez raison, il y a un certain nombre de jeunes femmes qui adoptent des comportements qui sont liés au phénomène. Mais qui sont des comportements rationnels, en quelque sorte. Elles ont intégré l'idée que l'environnement est moins sécuritaire, donc elles s'y adaptent, finalement en sacrifiant un peu de leur liberté pour avoir un peu plus de sécurité. En même temps, sur ces sujets-là, on a fait beaucoup de choses. D'abord, il y a une présence quand même des effectifs de police qui est très forte dans les transports en commun. Il faut savoir que cette présence, elle est physique, elle se voit, et puis il y a aussi les caméras. Moi, j'ai un centre de commandement à la préfecture de police, puisque le préfet de police est compétent sur la sécurisation de tous les réseaux ferrés partout en Île-de-France, où nous avons tous les acteurs de la sécurité des transports. On a une visibilité très directe sur les caméras. Et nous interpellons très régulièrement des personnes qui embêtent les femmes dans les transports en commun, le problème, c'est voire même qui commettent des agressions sexuelles. C'est toujours pareil. Après, c'est le suivi judiciaire. Que devient cet individu? Comment est-ce qu'il est jugé? Comment est-ce qu'il est sanctionné? Ça, c'est toujours un... Alors, ça sort de votre compétence, monsieur le préfet, j'en conviens. Mais sur les auteurs d'agressions sexuelles, en général, la réponse est ferme. Mais quand c'est une insulte, comme le disait Clémence, c'est très difficile ensuite de poursuivre pour une insulte, alors qu'en fait, ça participe, je veux dire,
cette délinquance d'ambiance, d'atmosphère qui est à la fois dégradante pour le pays, pour la civilisation, pour ce que nous sommes. C'est difficile. Bon, ça sort un peu des compétences. Laurent Nunez, il y a quelques semaines, je voulais en venir à ce point qui est très important dans cette émission que je voulais aborder. C'est l'islamisme et le frérisme. Bruno Retailleau disait il y a quelques semaines, l'islamisme aujourd'hui se comporte comme le fascisme d'hier. Et selon un sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD, 65% des Français, 2/3 des Français, sont d'accord avec lui. Il estime qu'il y a un diktat des frères musulmans qui constitue une menace pour la cohésion nationale. Il dénonce une organisation, un mode opératoire visant à faire basculer toute la société, tout un territoire dans la charia. Et pour ce faire, M. Retailleau a décidé de déclassifier un rapport sur l'entrisme islamisme, un texte dirigé par le diplomate Pascal Gouillat et le préfet François Courtade, qui met en lumière le danger imminent de cette mouvance islamiste. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors d'abord, sur ce rapport, c'est un rapport classifié. Donc il est oui, mais là, il le déclassifie. Oui, mais il n'est pas déclassifié. Vous parlez quand même à l'ancien directeur général de la sécurité intérieure, l'ancien coordonnateur national du renseignement de la lutte contre le terrorisme, et l'actuel préfet de police. Voilà, j'ai quand même quelques notions sur le secret de la défense nationale. Et donc, on a quelques fuites dans le journal de l'opinion. Vous avez sans doute quelques fuites. Le ministre a fait une démarche importante. Ça ne nous empêche pas d'évoquer l'importance du sujet, Laurent Nunez. Je vais y venir. Mais enfin voilà, donc le ministre a dit qu'il avait l'intention quand même d'en porter à la connaissance du public un certain nombre d'éléments. Les formes sont encore à l'étude, évidemment, la forme que ça prendra. D'ailleurs, il y a une commission qui est compétente pour indiquer ce qui est possible, ce qu'il est possible. Est-ce que vous diriez, Laurent Nunez, d'abord, est-ce que comme Bruno Retailleau, est-ce que vous dites que l'islamisme se comporte comme le fascisme d'hier ? Le terrorisme islamique, oui, se comporte comme une forme de fascisme. D'abord, il faut avoir en tête les séquences qui ont été suivies en matière de l'islamisme en général. En matière de lutte contre l'islamisme, il faut voir le processus qui a été engagé depuis 2017. 2017, c'est le terrorisme. 2017, c'est une rupture totale engagée par le président de la République en matière de lutte antiterroriste. On met en place un état-major, on oblige les services à fonctionner de manière coordonnée, on renforce les mesures législatives qui permettent à nos services de renseignement de lutter contre le terrorisme. Ça, c'est 2017, c'est le terrorisme, c'est l'islamisme violent, l'islamisme radical violent. Mais on parle d'autre chose ici en ce moment. Oui, on parle d'autre chose, mais il ne faut pas oublier tout ce qui a été fait. Voilà, il ne faut pas oublier tout ce qui a été fait dans le passé. Mais comme il y a beaucoup à faire, on parle aussi de ce qui va être fait. Moi, mon rôle, c'est de vous parler de ce qui va être fait et de vous parler aussi de ce qui a été fait. Voilà. Ça, c'est 2017 et on continue encore aujourd'hui. Et le ministre d'État a rappelé, lors de son bilan, le nombre d'attentats qui ont été déjoués sur la période des 6 mois écoulés. C'est quand même assez important. Qu'est-ce qui reste à faire, Laurent Nunez ? Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième sujet, c'est 2019, 2020, 2021, la loi confortant les principes de la République. Là, on s'intéresse au séparatisme. On n'est plus dans l'islamisme violent, on est dans l'islamisme qui veut mettre à l'écart de la société, un certain nombre d'individus. Mais le frérisme est un islamisme de conquête. Je vous parle du séparatisme. J'entends, mais c'est pour ça que j'ajoute la notion de frérisme. Et puis, le ministre d'État, depuis son arrivée, a introduit une troisième étape, une troisième dimension, qui est de s'attaquer à l'islamisme politique, celui qui se diffuse dans la société, non pas par la violence comme le terrorisme, non pas par un séparatisme visible, mais par une forme d'entrisme qui vise à porter atteinte à la cohésion nationale. C'est ce dont on va parler dans un petit instant au Grand Rendez-vous Europe 1. Suite du Grand Rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos avec Laurent Nunez, le préfet de police de Paris. On en était resté au milieu du gué avec... Vous alliez aborder le troisième volet de l'islamisme, qui est l'islamisme politique et donc l'entrisme. Qu'est-ce qu'on fait pour ça aujourd'hui ? L'entrisme d'abord, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est une forme ce sont des structures, des groupes qui veulent influencer la société française et faire en sorte que l'islam politique se répande petit à petit dans la société et qu'à terme, on ait une application de la charia, voire l'instauration d'un État islamique. C'est ça en fait. Donc, tous ces groupes et qui agissent masqués, de manière dissimulée. On n'est plus sur le terrorisme, on n'est plus sur le séparatisme, qui lui se voit concrètement. Et qui travaille sur le long terme. Comment ? Qui travaille sur le long terme. Qui travaille sur le long terme, voilà, il y a une vraie stratégie. Le rapport dont vous parlez, dont je ne peux absolument révéler aucun contenu, le ministre d'État, donc encore une fois, travaille à la façon dont un certain nombre d'éléments peuvent être portés à la connaissance du public. C'est un rapport qui c'est un état de la menace en question.
la menace en question qui porte atteinte en fait aux intérêts fondamentaux de la nation finalement, parce que ça vient mettre à mal la cohésion nationale entre tous, ça vient mettre à mal le vivre ensemble. De quelle manière ? Et la suite, dans les structures associatives, dans les lycées, dans les écoles, lycées, dans les clubs de sport, petit à petit, on crée des ambiances un peu communautaires où on distille un discours qui laisse à penser finalement que certains principes républicains ne sont pas les bons, en tout cas ne sont pas compatibles avec la loi. Une ambiance communautaire, le débat sur le voile dont on parle beaucoup, est-ce que la présence du voile dans l'espace public est un marqueur de la présence du frérisme ? Dans l'espace public, je ne dirais pas dans l'espace public, mais dans certains... Vous savez, tout le débat qui a eu lieu autour de la possibilité de porter le voile dans le sport, tout ça en fait partie. Et donc la phase suivante qui va s'ouvrir, la troisième étape donc, de cette lutte contre l'islamisme politique en l'occurrence, ce sera évidemment une réponse qui sera apportée en termes de suivi, d'entrave aussi. Donc, vous savez, on l'a fait pour le séparatisme, des procédures de dissolution, des expulsions. Évidemment, il y aura aussi une réponse qui correspondra à ce volet 3, une réflexion qui sera sans doute menée pour savoir s'il faut modifier la loi pour permettre de mieux appréhender ce type d'atteinte à la cohésion nationale. Voilà ce que sera la suite, mais moi je ne peux pas vous dire ce qu'il y a. Non, mais j'entends bien. Comment ça peut se prouver ? En fait, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'un acte terroriste, il y a des gens qui ont commis l'acte, c'est répréhensible, c'est condamné. Mais sur l'islamisme politique, comment on peut concrètement lutter contre ? Et puis il va y avoir les municipales. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues justement ? Vous avez parfaitement raison de dire que c'est plus compliqué que l'étape 1 et l'étape 2. Encore fallait-il mener cette étape 1 et cette étape 2. Bon. Et elle l'a été. Ce n'est pas le cas dans tous les pays, vous l'avez noté. Cette étape 3, évidemment, elle est plus difficile à mener parce que ce sont des choses qui sont plus compliquées à caractériser. Et évidemment, ça donne lieu à un travail de réflexion, d'étude qui est en cours, sur lequel moi je n'ai pas à me prononcer, mais qui pourra amener potentiellement des modifications législatives, à des organisations de services. Et la lutte contre l'islam politique, le ministre d'État l'a rappelé à de nombreuses reprises, ça ne concerne pas que les services du ministère de l'Intérieur. On est sur une logique interministérielle. Ça concerne l'éducation nationale, ça concerne les sports, ça concerne la santé, ça concerne la protection sociale, ça concerne énormément de ministères. Et l'idée, évidemment, c'est d'embarquer tout le monde dans l'interministériel pour d'abord lutter contre cet islam politique et évidemment réaffirmer les principes républicains partout, à tous les étages. Place Beauvau, on dit le modèle républicain nous a donné des anticorps, il faut dévoiler le mode opératoire du mouvement frériste, remobiliser toutes les structures de l'État pour un suivi très précis au niveau local et mettre en place les entraves administratives. C'est ce que vous venez d'expliquer, Laurent Nunez. Est-ce qu'il y a un lien entre le frérisme, l'entrisme islamiste et le narcotrafic ? Je n'irai pas jusque-là. Je n'irai pas jusque-là. Voilà. Donc, vous séparez les dossiers. Non, mais c'est une inquiétude. Alors, jusqu'où iriez-vous ? C'est une inquiétude Non, mais c'est une inquiétude, évidemment, toujours des services de police, de la connexion qu'il peut y avoir entre un islamisme radical violent et de la délinquance de droit commun. Ça a toujours été... Voilà. Et je peux vous poser la question autrement. Qui vend de la drogue aujourd'hui ? Pour moi, il n'y a pas de connexion. Il y a eu par le passé des terroristes qui ont pu s'appuyer sur leur connaissance, leur réseau de droit commun pour se fournir des armes, pour avoir une logistique, etc. Et d'ailleurs, ces individus issus de la délinquance de droit commun ont été parfois condamnés pour des faits terroristes, pour l'assistance qu'ils ont apportée. Mais voilà, donc pour moi, il n'y a pas de lien direct. Je parle du terrorisme islamiste. Sur le narcotrafic, vous faites bien évidemment d'en parler, puisque c'est une priorité forte du ministre. Mais surtout qu'il y a eu un exemple criant ces 2 dernières semaines, qui était l'école de Saint-Ouen, qui d'une certaine manière, comme on a pu le voir, l'observer, l'école s'est couchée devant les narcotrafiquants. Ça, c'est ce que vous dites, vous. Nous, on se couche devant personne, ok ? Moi, je me couche devant personne. J'aime bien le hockey, ça veut dire hockey. Et mes effectifs se couchent devant personne. Oui. Voilà. Saint-Ouen, il y avait 7 points de deal en 2020, il n'y en a plus que 3. Il y en a un qui vivote, il en reste 2. Qui d'ailleurs fonctionne de manière très dégradée compte tenu de la présence policière qu'on y met. Oui, et en attendant, l'école a dû déménager. Et l'accompagnement du maire de Saint-Ouen. Et ne reviendra pas. Je vais y venir. Ouais. Donc, bon. On démantèle ces points de deal de manière méthodique, de manière régulière. Enfin, c'est pas des choses qu'on fait d'un claquement de doigts. Ça prend du temps. Si on veut être efficace. Si on veut être efficace. Non, parce que ce que vous dites, c'est qu'à partir du déménagement de 4 classes à l'école de Saint-Ouen, on essaie de jeter le discrédit sur l'ensemble de la politique qui est menée en matière de narcotrafic et en matière de lutte contre le trafic. Vous avez eu, mais c'était pas le but. Non. Je constate juste que plutôt que de
lutter contre des narcotrafiquants, on a préféré déménager une école. Non, on fait les deux. On fait les deux. Bon, on fait les deux. On continue continue à lutter contre ce réseau. D'abord, il reste 2 réseaux, dont celui-là, qui est le point Aragozola, qui fonctionne moins qu'il a fonctionné par le passé. Et faire les deux, ça veut dire de la présence de voies publiques et ça veut dire une action judiciaire menée en profondeur, comme on fait systématiquement. Et le ministre d'État, si vous l'avez bien écouté dans sa conférence de presse, a bien rappelé que l'efficacité maximale et que ce qu'on cherche à atteindre en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants, ça n'est pas de taper dans la fourmilière, et c'est de démanteler en profondeur les réseaux. Et ça se prépare, et ça ne se voit pas toujours. De manière descriptive, ce qui se voit, par exemple, j'ai peut-être mal compris, mais déplacer une école, déplacer certaines classes, parce que la pression du narcotrafic était à cet endroit-là, sur ce coup-là, de manière très précise, c'est une reculade. D'abord, c'est pas une décision qui relève de l'État. Hein. J'ai bien compris. C'est le maire de Saint-Ouen, de la société, du pays, appelez ça comme vous voulez. C'est une décision qui est tout à fait respectable. Il y a eu une votation auprès des parents. C'est une décision qui est tout à fait respectable dans la mesure où, à cet endroit, on a retrouvé 2 sachets de cocaïne dans la cour de l'école au cours des semaines, des mois écoulés. Et puis, il y a eu un phénomène déclenchant, c'est une bouteille de protoxyde d'azote, de gaz hilarant, qui a été jetée dans la cour. Donc moi, je ne dis pas que c'est pas respectable. Je dis que sur ce coup-là, pour reprendre le mot consacré, c'est la République qui a reculé sur ce coup-là. C'est pas une reculade, c'est une mesure de protection d'enfants. On reculera. Vous pourriez me dire que nous avions reculé si on n'avait pas démantelé autant de points de deal qu'on a démantelé à Saint-Ouen. Et on se donne rendez-vous dans quelques semaines sur ce secteur, comme sur un autre secteur de Saint-Ouen d'ailleurs, où on continue d'agir de manière très déterminée. Voilà. Du coup, vous pensez attention, que l'école, en septembre, attention à ne pas laisser à penser que l'action des services de police ne sert à rien. Enfin, personne ne suggère ça, tout le monde pas ici. En tout cas, voilà, nous, on continuera ce travail de démantèlement de réseau. Il est important. Évidemment, moi je regrette profondément ce qui s'est passé à Saint-Ouen. Évidemment. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on met le paquet sur ce point de deal, comme on met le paquet sur l'ensemble du trafic de stupéfiants dans l'agglomération parisienne et sur l'ensemble du territoire national, et on va encore faire plus grâce à la proposition de loi qui a été adoptée de manière définitive et qui va donner de meilleurs outils aux services de police pour lutter contre le trafic de stupéfiants et surtout qui consacre une réorganisation de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Mais personne ne tourne en ridicule, qu'on se comprenne bien, les services de police d'aucune manière. On dit simplement que, à moins que j'ai mal compris, il y a certains endroits sur le territoire national où finalement une souveraineté nouvelle s'exerce, soit celle des narcotrafics, soit en d'autres lieux celle des islamistes. Il y a des territoires où il ne fait plus bon vivre en France. Est-ce que c'est exagéré de dire cela? Non, vous avez raison, évidemment. Non, mais vous avez raison que quand vous habitez dans un quartier où vous avez un point de deal qui est actif, évidemment que pour les habitants, c'est insupportable et c'est très difficile à vivre au quotidien avec des guetteurs, des contrôles. Mais c'est pour cela que le ministre en a fait une grande priorité et c'est pour cela qu'on va démanteler les uns après les autres les réseaux de stupes et démanteler vraiment en profondeur. On a quand même déjà d'excellents résultats sur le sujet depuis plusieurs années. Simplement, ce qu'on constate, c'est que malgré ces très bons résultats qui sont en hausse, y compris d'ailleurs sur les 6 derniers mois, moi j'ai plus 20% de garde à vue sur l'agglomération et plus 20% de déférés pour trafic de stupes. Donc on augmente notre activité. Malgré cela, on continue à avoir des vols violences, des séquestrations, des personnes qui sont plus qu'ennuyées par les trafics. Et d'où la volonté du ministre de passer à la vitesse supérieure avec une nouvelle organisation en créant un état-major de lutte contre la criminalité organisée, un peu comme on l'a fait en matière de lutte antiterroriste en 2017. Donc le parallèle, on passe à l'étape supérieure, il y aura un PNACO, et puis surtout, les services de police vont disposer de moyens juridiques nouveaux, de techniques de renseignement nouvelles auxquelles ils n'avaient pas accès. Qu'est-ce que ce PNACO rajoute de plus? Alors le PNACO, c'est plutôt dans la dimension judiciaire, donc c'est une centralisation de l'ensemble des affaires, comme ça a été fait pour le PNAT. Et puis le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a créé, lui, au niveau du ministère de l'Intérieur, un état-major de la lutte contre la criminalité organisée, dont le chef de file est le directeur national de la police judiciaire, et qui est une plateforme où vont être présents tous les services qui luttent contre le trafic de stupéfiants pour échanger en permanence des informations, des objectifs, sous l'autorité évidemment des parquets, et pour pouvoir lancer des actions de démantèlement des réseaux en profondeur. Et ça, c'est tout à fait nouveau. On passe à la vitesse supérieure, mais il y a surtout aussi les outils nouveaux qui nous sont donnés par la loi, ça c'est important, les techniques de renseignement nouvelles, et puis des pouvoirs accrus aussi pour les préfets en matière administrative pour mieux lutter contre les réseaux. Laurent Nunez, préfet de police de Paris, est l'invité du Grand Rendez-vous. Dans un instant, on parle du dossier algérien avec une nouvelle affaire d'ingérence sur le sol français. Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, est toujours l'invité du Grand Rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos avec le dossier algérien et cette nouvelle affaire
l'arrestation, la mise en examen de 3 hommes, dont un agent consulaire algérien vendredi. Ils sont accusés d'avoir participé à l'enlèvement et la séquestration en France de Amir Doukors, alias Amir DZ, un influenceur qui est opposé, lui, au régime algérien. Alger proteste contre la détention de son agent. Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête. Bruno Retailleau parle d'ingérence. De quoi s'agit-il, Laurent Nunez ? C'est une affaire judiciaire, donc pour moi c'est très compliqué à commenter, mais voilà. Est-ce que c'est de l'ingérence ? Je ne peux absolument pas... Donc les faits, d'abord, c'est effectivement une personne qui a été enlevée, séquestrée, c'est un opposant algérien connu qui a été enlevé, donc il y a eu des investigations judiciaires qui ont conduit à interpeller un certain nombre d'individus qui évidemment sont présumés innocents jusqu'à preuve du contraire. Mais voilà, les investigations ont été menées de manière extrêmement rigoureuse, notamment pour partie par les effectifs de la préfecture de police, de la police judiciaire. Donc voilà, donc il y a... Ça vous a étonné, cette affaire ? Non, je ne suis pas surpris. Vous savez, on a eu d'autres types d'actions contre des opposants de certains pays. Il y a d'autres pays. Vous vous souvenez, il y a quelques années, la tentative d'enlèvement de ressortissants chinois. Bon, voilà, on a une action qui est menée sur le territoire national qui manifestement est liée à des considérations politiques qui ne concernent pas le territoire national. Et là, ça rajoute une pièce au puzzle du dossier franco-algérien. En tout cas, voilà, moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans notre pays, quand il y a une personne qui est enlevée, qui est séquestrée, il y a une enquête judiciaire qui est menée. Elle est menée sous l'autorité du pouvoir judiciaire. Donc il y a une séparation des pouvoirs dans notre pays. Il n'y a pas d'instruction politique reçue par les effectifs de police, en l'occurrence les miens, sous l'autorité de la justice. Et donc il est normal que la justice aille à son terme et arrête les auteurs présumés de cette séquestration. Mais il ne faut pas avoir ces polytechniques pour comprendre que c'est une affaire politique, Laurent Nunez. Quand c'est lié à des considérations politiques de pays étrangers, quand ça concerne des opposants, ça peut effectivement être une forme d'ingérence, oui, c'est souvent ça. Voilà. Moi, je ne fais pas d'autres commentaires, il faut laisser l'affaire se dérouler, l'affaire judiciaire aller au bout. Mais sur le simple plan descriptif, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une augmentation de l'ingérence étrangère aujourd'hui en France ? Oui, non, mais bien sûr, ça c'est au-delà de ce cas. Oui, c'est pour ça que je pose la question plus largement. Oui, il y a évidemment une augmentation de l'ingérence étrangère qui concerne... Avec une emprise de puissances étrangères sur leur communauté diasporique en France ? Pour partie, oui. Pour partie, oui, évidemment. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des ingérences qui sont menées. On a beaucoup parlé des ingérences russes, qui sont une réalité. Des ingérences russes par la propagation d'informations, de désinformation, pour donner l'impression que notre pays est dans le chaos le plus total, pour donner une image dégradée du pays. Et ça, c'est aussi de l'ingérence. C'est de la désinformation qui vise à nous déstabiliser. C'est tout ce qui s'est passé avant la période des Jeux Olympiques. Toute cette désinformation qui venait de certains pays étrangers, dont la Russie, et qui visait clairement à jeter le doute sur notre capacité d'organiser les Jeux Olympiques. Il y a la désinformation de puissances étrangères, et il y a la manipulation, comme je dis, des ressortissants, des gens d'origine de quelquefois. On pensait qu'en Allemagne, on a vu qu'avec la Turquie, par exemple, la présence de la Turquie en Allemagne qui cherchait à manipuler ces ressortissants là-bas. En France, est-ce qu'il y a des communautés qui sont davantage visées par certains pays d'origine ? Alors, c'est pas quelque chose qui se fait de manière systématique, mais il y a un certain nombre de pays qui essaient effectivement d'utiliser leurs ressortissants ou les citoyens français d'origine des pays concernés, mais les services de renseignement français veillent tout particulièrement à ce type d'ingérence et qui, en général, croyez-moi, est détecté. Mais évidemment, c'est une de nos préoccupations. Plus visés justement ou qui font plus d'ingérence que l'on connaît. On a parlé de l'Algérie, on a parlé de la Russie. Est-ce qu'il y a d'autres pays ? Il y a d'autres pays, évidemment, mais là, ça dépasse les modestes compétences du préfet de police. Je connais tout ça parce que j'ai été DGSI, coordonnateur national du renseignement, mais évidemment, je n'ai pas à en parler. Il y en a un qui a surpris cette semaine, c'est Laurent Wauquiez, avec sa proposition d'envoyer les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon. D'un point de vue technique, qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus, d'un point de vue du préfet ? D'abord, c'est compliqué de commenter une proposition à caractère politique. Techniquement, je comprends que l'idée, c'est de faire pression sur les personnes pour avoir plus de départs volontaires. Mais en fait, dans les éloignements forcés, qui augmentent quand même dans notre pays, il faut aussi quand même le rappeler, pour l'agglomération, enfin pour Paris, pour Paris, c'est quand même plus 35% en 2024. Et depuis le début de cette année, on est à plus 4% d'augmentation des éloignements forcés. C'est encourageant, selon vous. C'est quand même très encourageant et on va continuer à mener cette politique. On va continuer à prioriser
dans les décisions de placement en rétention administrative en vue d'une expulsion, d'une reconduite, les personnes qui sont les plus dangereuses, comme on le fait maintenant depuis 2022 de manière régulière. Donc on va évidemment poursuivre cette politique. Là, l'idée, c'est sans doute, je pense, de faire pression pour qu'il puisse y avoir des départs volontaires parce qu'on serait placé en rétention sur le territoire national, mais en l'occurrence à Saint-Pierre-et-Miquelon. Après, avec des conditions météo qui, sans mauvais jeu de mots, refroidiraient certains... Oui, enfin, techniquement, après, il faut bien voir que... D'abord, il faut comprendre que nous, les gens que nous reconduisons, sont des éloignements forcés. Moi, je vous donne que les chiffres des éloignements forcés. C'est des gens qui ne sont pas forcément d'accord. Bon, donc les gens ne sont pas d'accord. Hein. Donc pour partir, ça ne nous empêche pas de les reconduire. Le vrai souci, c'est d'avoir l'autorisation de l'État concerné. C'est ce qui s'est passé à Mulhouse avec l'assaillant qui a été refusé 14 fois. Voilà, c'est pas parce qu'on isole les retenus qu'on va faire une pression supplémentaire sur les autorités diplomatiques et consulaires des pays concernés. Bon. Ensuite, dans le droit français, en procédure, vous avez quand même la possibilité de faire des recours devant des tribunaux, donc il faut qu'il y ait des tribunaux, contre l'acte de placement en rétention, contre la décision d'éloignement, et puis on peut faire aussi des recours devant un juge judiciaire, le juge des libertés et de la détention, pour mettre un terme à la rétention. Vous savez qu'il y a plusieurs séquences, 30, 60 jours, jusqu'à 90 jours, et plus dans certains cas. On aimerait... Et Bruno Retailleau qui voudrait élargir absolument, ce délai de 90 jours à... élargir jusqu'à un peu plus de 200 jours pour les auteurs d'infractions graves. Donc, à un moment donné, les personnes qui sont placées en rétention doivent se présenter devant un juge des libertés et de la détention. Donc voilà, il y a tout un tas de procédures qui, me semble-t-il, sans mauvais jeu de mots, éloigneraient nos capacités, nous éloigneraient de notre possibilité de reconduire plus de gens. Mais vous dites qu'il y a tout un ensemble de procédures. Est-ce que vous avez présenté plusieurs procédures, des étapes et des étapes? Est-ce qu'il y en a trop? Un préfet vous dira toujours qu'il y a trop de procédures, mais après, il faut aussi comprendre qu'on est aussi dans un pays il y a aussi des libertés à respecter. Oui, mais il y avait des libertés il y a par exemple 20 ans, il y avait peut-être moins de procédures. Ce qui est sûr, c'est que ce à quoi nous sommes très attachés, le ministre d'État le rappelle régulièrement, c'est la possibilité d'augmenter la durée de rétention. Plus l'éloignement devient compliqué parce qu'il y a une opposition des pays, plus on y met des gens dangereux, puisque c'est ce que nous faisons actuellement depuis août 2022. On applique une instruction qui a été renouvelée par Bruno Retailleau. On place en rétention les personnes qui sont les plus dangereuses. Donc évidemment, on a intérêt à pouvoir étendre la durée de rétention, a fortiori quand on a des difficultés, comme on les a actuellement avec l'Algérie, pour reconduire leurs ressortissants. Laurent Nunez, le 1er mai approche. Un dispositif de sécurité, j'imagine, au niveau de la préfecture de police, déjà commence à être envisagé. Je lis un tweet de Richie Thibault, qui est attaché parlementaire de Ercilia Soudet. Soyons nombreux, nombreuses dans les rues, partout en France, en ce 1er mai. Ne nous laissons plus faire, ripostons. Les virgules ne sont pas au mauvais endroit, donc c'est pour ça que je n'y arrive pas. Ne nous laissons plus faire, ripostons, débordons le dispositif. Comment est-ce que vous réagissez ? J'ai réagi sur ce tweet que j'ai vu, évidemment, qui ne m'a pas échappé à moi ni à mes collaborateurs. J'ai saisi la justice parce que je considère que c'est de l'article 40. Oui, c'est une incitation très claire à des débordements, à la violence. Donc voilà, c'est extrêmement grave. Les 1er mai sont toujours des manifestations auxquelles nous sommes très attentifs. D'abord pour que la liberté d'expression puisse s'exprimer. Voilà, d'abord pour ça. Je vais recevoir les organisations syndicales, on va convenir ensemble d'un parcours pour cette manifestation. Et le 1er mai, c'est la fête du travail, c'est normal que les organisations syndicales puissent défiler. C'est ce qu'elles font chaque année. Il y a eu un défilé compliqué en 2018, mais depuis, on veille à ce que le défilé puisse avoir lieu. Mais on parle d'autre chose, on parle de propos factieux. J'y viens. Ce qui nous pose problème, c'est devant le carré de tête des organisateurs, devant les dizaines de milliers de personnes qui vont encore manifester, on va avoir des groupes à risque qui vont venir se positionner devant le cortège, comme d'habitude, devant une foule, ce qu'on appelle, nous, la nébuleuse, de personnes qui viennent devant le cortège, qui avancent devant, et au sein de cette nébuleuse, on va avoir des black blocs, des extrémistes, des activistes qui viennent en fait pour... Et des attachés parlementaires. Oui, monsieur Richie Thibault est effectivement attaché parlementaire. Est-ce qu'il va être interdit de manifester, Richie Thibault ? J'ai saisi la justice, dans l'espoir, je ne vous le cache pas,
qu'il puisse d'abord être vite convoqué, qu'il puisse être vite convoqué, avoir à s'expliquer. Et évidemment, moi je ne vais pas me prononcer sur évidemment, que je souhaite qu'il puisse ne pas participer à cette manifestation. À partir du moment où il appelle à des débordements, évidemment, s'il pouvait être interdit, s'il pouvait y avoir une interdiction judiciaire de paraître, ça me semblerait légitime. Maintenant, moi je ne suis pas magistrat, mais l'objectif de la saisine de la justice, c'est évidemment le faire condamner pour ses propos de haine, et en même temps éviter qu'il soit présent pour, je comprends de ce qu'il écrit, inciter à des débordements. Et donc dans cette nébuleuse, je reviens à ce que je vous expliquais, on a des groupes à risque qui dégradent des commerces, s'en prennent aux forces de l'ordre. Et c'est dans cette zone-là que nous avons des difficultés d'ordre public et que nous contenons à chaque fois. Les manifestations ont toujours pu aller à leur terme. Et le 1er mai, moi, l'objectif, évidemment, que je fixe à mes effectifs, c'est de faire en sorte que la manifestation des syndicats puisse avoir lieu normalement, qu'ils puissent manifester normalement. Et donc, nous traiterons ces groupes à risque, comme nous le faisons à chaque manifestation. C'est la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police qui s'en charge, dont les fameuses Bravem, qui interviennent toujours courageusement dans ces situations, de manière à pouvoir faire en sorte que le cortège se déroule normalement. Il se déroulera normalement. Justement, vous travaillez bien avec les organisations syndicales ? Parce qu'elles ont aussi leur service d'ordre, qui n'est évidemment pas comparable avec celui de la police. Bien sûr. Vous arrivez, le dialogue se passe bien. Je discute avec toutes les organisations syndicales, tous les partis politiques qui organisent des manifestations. C'est le rôle d'un préfet de la République. Et nous nous mettons d'accord sur l'itinéraire. Nous nous parlons pendant la manifestation, de manière à échanger sur les incidents. Et voilà, ça se passe très bien. Les difficultés ne viennent pas des organisations. Dernière question, Mathieu Bocoté. Vous avez dit les Black Blocs, vous avez parlé des différents groupes radicaux. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une violence politique d'ultra-gauche de plus en plus présente en France aujourd'hui, ou la tentation d'une telle violence? Non, c'est pas qu'une tentation, c'est une réalité. Non, c'est une réalité. Quand vous avez les groupes d'ultra-gauche, alors sous leurs différentes composantes, les antifascistes, les anarcho-autonomes, les autonomes, et ceux qui les suivent finalement, parce qu'ils arrivent à se masquer, à constituer un groupe constitué. Et puis vous avez des personnes qui participent à cette manifestation, encore une fois, pas avec les syndicats, devant, qui les suivent, qui s'agrègent, des jeunes étudiants qui vont se masquer, qui vont s'habiller en Black Bloc et qui vont participer à ces violences. Oui, clairement, dans les manifestations, on l'a bien vu pendant tout le mouvement des retraites, il y avait une volonté forte de créer le chaos, de créer des dégradations. Mais à chaque fois, la police a répondu présente, et à chaque fois, ça j'en suis très fier pour l'ensemble, par rapport à l'engagement de l'ensemble de mes collaborateurs à la préfecture de police, à chaque fois, les cortèges ont pu aller à leur terme. Merci Laurent Nunez, merci Monsieur le Préfet d'avoir été l'invité du grand rendez-vous aujourd'hui.